Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal d'actualités cette semaine-ci, surtout que j'ai manqué une semaine. Donc notamment, vous avez SLS, donc le Space Launch System de la NASA qui va décoller très prochainement normalement. Vous avez aussi des news au niveau de Tesla qui augmente le prix de son autopilote, ou plutôt de son full système qui peut piloter la voiture automatiquement. Nous avons aussi des news au niveau carte graphique avec les RTX 4000 et bien plus encore. Vous avez une table des matières dans la description. N'hésitez pas à regarder, il y a tellement de news que c'est compliqué de toutes les citer dans cette introduction. Commençons tout de suite. La première chose par laquelle j'aimerais commencer cette semaine-ci, c'est tout simplement pour présenter mes excuses pour la dernière vidéo sponsorisée. Alors, je ne fais pas ça pour récupérer de la sympathie ou autre chose, je tiens à le préciser, mais j'ai réellement fait, selon moi, une erreur. Dans la dernière vidéo sponsorisée qui était sur Black Shark, ce n'est pas d'ailleurs un autre segment sponsorisé pour les rappeler ou autre chose, je tiens à le préciser. Le titre, selon moi, était incorrect. Le titre que j'avais mis, c'était « Qu'est-ce que donnent les périphériques Black Shark ?» Et ça donnait une impression que j'allais les tester, en fait. Alors que, je le rappelle, je ne fais jamais de test sponsorisé, en tout cas. Je peux faire des vidéos où je regarde à tous les aspects d'un produit et ça ressemble à un test, mais je ne préciserai pas que c'est un test. Parce que selon moi, si c'est sponsorisé, ça ne peut pas être un test. Parce qu'un test ne peut pas être sponsorisé. Bref, dans tous les cas, selon moi, ici, il y a pas mal de gens qui l'ont dit dans les commentaires et j'en ai aussi discuté avec mes modérateurs. Et le titre était juste pas correct en fait. Ça donnait l'impression que c'était un test, mais c'était pas un test. Donc j'ai changé le titre vers Unboxing de périphérique Black Shark. Deuxième problème qu'il y avait dans la vidéo, et là c'est pas vraiment de ma faute, c'est le fait que leur clavier, qu'ils font eux, donc ce clavier ici, ressemble énormément à un autre clavier que faisait Aoki, mais qui était retiré de la vente sur Amazon et qui était vendu 2 fois moins cher. Donc ça, c'est assez problématique. Le truc, par contre, que je comprendrais... Il me semble que ce clavier-là est vendu 50 €, je ne sais plus exactement le chiffre, mais 50 €. Le truc, c'est vraiment un clavier mécanique et je me dis 2 fois moins cher. 25 € pour un clavier full mécanique, ça me paraît vraiment pas cher, par contre. Mais bon, apparemment, ce serait un clavier qui serait fabriqué dans une usine et qui serait vendu à plusieurs marques, du coup, et qui serait distribué par plusieurs marques. Je ne sais pas si c'est totalement le cas. Il y a peut-être des différences. C'est possible que le châssis soit exactement le même. Ça, il faut quand même le tenir compte. Le châssis, des fois, peut être exactement le même, mais c'est possible que ce qui est à l'intérieur est différent, notamment les switches. Donc ça, je ne sais pas. Si quelqu'un a un peu plus d'informations là-dessus, vous pouvez m'envoyer un mail. Je serais content d'avoir justement plus d'informations là-dessus. Parce que ça... Et je vais aussi voir avec Black Shark, mais si ça se révèle être vraiment un clavier qui devrait coûter 2 fois moins cher, c'est pas très cool de la part de Black Shark. Alors par contre, il y a des personnes qui ont parlé de dropshipping, avec le fait que ce soit un clavier rebrandé. Pas vraiment du dropshipping. Le dropshipping, c'est plus quand vous avez une boutique, par exemple, je vais créer samashop.fr, je vais vendre des claviers et souris, et en fait... c'est pas vraiment moi qui les vends. En fait, je vais juste à AliExpress et puis je mets votre adresse et je commande pour vous et ça vous est livré. Ça, c'est du dropshipping. Vous droppez littéralement le shipping à une autre compagnie. Ici, il faut quand même le préciser, Black Shark a leur propre boîte et tout ça déjà. Et aussi, ils ont leur propre stock en Europe. Donc, les claviers sont stockés en Europe. Ils les importent eux-mêmes en Europe. Et ils payent les frais d'importation aussi. Ce qui est très important. Parce que le dropshipping, bien souvent, vous chopez des frais d'importation. Donc, voilà. Je tenais à quand même faire cette distinction parce que c'est assez différent. Aussi, il y a une distinction à faire. C'est le fait que des fois, vous allez avoir certaines marques qui utilisent à peu près le même châssis, le même produit en quelque sorte. Notamment, vous avez Asus. Les alimentations Asus, elles sont fabriquées par Seasonic. Elles sont repersonnalisées, mais l'intérieur, le côté fonctionnel, même, est fait par Seasonic. Et puis Asus va peut-être mettre leur propre radiateur à l'intérieur, leur propre ventilateur et tout ça. Donc, ça aussi, ça existe. Corsair, notamment, aussi, ne fabrique pas vraiment leur alimentation eux-mêmes. Encore une fois, il me semble qu'elles viennent de Seasonic aussi. Même si Corsair fait un petit peu plus d'efforts ici derrière, parce que ça fait longtemps aussi qu'ils opèrent sur le marché des alimentations. Mais c'est très commun d'avoir une marque qui vend un produit, mais qui est fabriqué par une autre marque. Donc, pour le clavier, s'il y a réellement des différences, s'il y a de la personnalisation plus que le logo, parce que le logo, ça, c'est easy. S'il y a vraiment une personnalisation de la part de Black Shark au niveau du clavier, genre, ils utilisent leur propre... Ils ont choisi eux-mêmes les switches, ils ont personnalisé certains trucs. Pour moi, il n'y a pas un problème ici. Le problème, c'est si c'est vraiment exactement le même clavier qu'une autre marque, avec juste la différence du logo. Donc ça, voilà. Je voulais juste faire ces précisions-là. Et pour les prochaines vidéos sponsorisées, je ferai encore plus attention, même si,
Honnêtement, pour le clavier, c'est assez compliqué de vérifier. Je vais être très honnête. Je pourrais chercher clavier mécanique et essayer de voir si j'en vois des similaires, mais le truc, c'est que le Aoki était déjà retiré de la vente, donc compliqué. Mais ce que je pourrais par contre faire, c'est de voir si je les trouve sur AliExpress éventuellement. Après, je vous avoue quand même que c'est Black Shark, c'est la marque gaming de Xiaomi, donc je m'attendais pas à un tel truc. Encore une fois, c'est pas encore garanti à 100% qu'ils reprennent exactement le même clavier que vendait Aoki, mais je vais quand même vérifier et je vais voir avec eux aussi. Donc, yep. Merci pour votre compréhension et désolé de ce problème-là. Selon moi, il y a toujours des produits qui sont intéressants dans cette gamme-là, notamment, j'aime assez bien les écouteurs, ils sont peu chers et tout, et c'est réellement mon avis là-dessus. J'avais déjà pu tester des autres écouteurs avant. La souris sans bruit, ça c'est très pratique. J'en ai acheté une personnellement quand j'étais aux études et que, voilà, sur certains cours, hein, surtout quand le professeur lisait juste le PDF, hein, on connaît tous ce genre de professeur. Honnêtement, yep. C'est là où j'ai commencé à jouer à Minecraft. Je joue à Minecraft en cours. Et je peux jurer que cette souris qui fait aucun bruit, en cliquant, c'était très pratique. C'était une autre marque, moi, parce que c'était en 2011 ou autre chose. Mais yep. Ça vaut la peine pour ceux qui veulent être un petit peu plus discret. Ensuite, nous avons une news au niveau d'SLS qui va être lancée très prochainement. SLS, c'est le Space Launch System de la NASA. C'est une fusée qui a été designée pour retourner sur la Lune notamment, mais aussi pour lancer des assez gros satellites. Mais là, les premières missions auxquelles elle va être utilisée, c'est pour retourner sur la Lune. Après, soyons honnêtes, je ne crois pas qu'elle fera d'autres missions derrière ça parce que, yep. Il y a beaucoup de grosses fusées qui arrivent. Pas juste SpaceX, vous avez aussi Blue Origin, s'ils arrivent à la finir, mais vous avez aussi ULA qui travaille sur des choses là-dessus aussi. Je vois pas un monde où le SLS est très rentable pour la NASA à lancer autre que des missions avec des gens dessus. Donc là, vous avez notamment la capsule Orion qui est dessus, avec son système d'échappatoire. Donc c'est en gros, vous avez des petits moteurs là, ça décolle. C'était un petit peu similaire à ce qu'ils avaient fait sur la Saturn V, si je me souviens bien. Cette capsule est d'ailleurs designée en partie avec l'agence européenne spatiale, donc ça c'est plutôt cool. Et donc le but de cette fusée, c'est juste lancer... le but de cette mission, qui est Artemis 1, c'est de tester justement le lancement, du coup, lancer cette capsule, et il me semble qu'ils vont aller jusqu'en orbite de la Lune pour juste tester ça. Et normalement, dans la mission finale, qui sera à partir d'Artemis 3 ou 4, les gens qui seront à bord évidemment de cette capsule descendront, ou plutôt monteront dans un autre véhicule quand ils sont en orbite autour de la Lune, qui sera du coup Starship de SpaceX, la version lunaire évidemment. Mais bon, en attendant, ce lancement-là n'a aucune personne dedans et est purement pour tester la fusée. Et du coup, normalement, ils ont plusieurs fenêtres de lancement. Il y en a une aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo-là, mais c'est peu probable qu'ils y arrivent, on verra bien. Mais il y aura d'autres fenêtres de lancement, quoi qu'il arrive, dans les jours à venir. Il me semble que la prochaine, c'est genre le 3 ou autre chose. Si je suis dispo, si c'est pas une heure un petit peu chelou, j'essayerai de faire un live. Sur YouTube, certainement, parce que ce sera un petit peu plus visible pour vous. Donc, si vous voulez le voir, ben, n'hésitez pas à vous abonner et je ferai un live commenté d'un petit peu, justement, cette magnifique fusée. Quoi qu'il arrive, même si, bon, on va être honnête, cette fusée est genre énormément d'années en retard. Elle est aussi extrêmement chère. Elle a quand même des trucs très intéressants. Donc notamment, vous voyez les boosters sur le côté, ce sont les boosters solides que vous aviez sur la navette spatiale. C'est une version un peu améliorée si je me souviens bien. Le réservoir au milieu ici que vous avez, qui est du coup, on pourrait appeler le premier étage ici, c'est le même réservoir que vous aviez sur les navettes spatiales, avec la même finition orange d'ailleurs. Vous avez par contre une différence, c'est qu'au lieu d'avoir la navette spatiale, vous avez les moteurs directement en dessous justement de ce réservoir de carburant. Donc ça, maintenant c'est un vrai booster. Vous en avez 4 pour information, c'est les RS-25 si je me souviens bien le nom. Ce sont les mêmes moteurs que sur la navette spatiale. Il y en avait 3 sur la navette spatiale ici. Donc cette fusée est plus puissante forcément. Et comme elle envoie en orbite moins de poids en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas toute la navette, ils peuvent évidemment mettre beaucoup plus en orbite avec justement cette fusée. Et puis vous avez le second étage, et puis évidemment la capsule qui, en quelque sorte, son propre étage. Quoique, il me semble qu'ils ont 3 étages, si je me souviens bien. Je ne sais plus de trop. Il faudrait que j'aille me refaire un petit rappel sur toutes les spécifications de cette fusée.
En tout cas, elle est très intéressante. D'ailleurs, ça, c'est Ars Technica. Il me semble que c'est toutes les semaines, ils font un Rocket Report. Bon, c'est en anglais, mais ils donnent toutes les informations sur toutes les fusées, tout ça. Très intéressant. Et du coup, Heavy Rocket, encore une fois, SLS. Vous avez aussi Starship qui est en cours de test actuellement. Ils ont fait plusieurs Static Fire et tout ça. Pour ceux qui se disent « est-ce que Starship va lancer avant SLS ?» Non, c'est juste pas possible actuellement. Moi, je dirais 1, voire je dirais 2 mois, honnêtement, avant le prochain, enfin le vrai lancement de la première version de Starship full. Je pense que Elon Musk aurait bien aimé lancer avant SLS parce que du coup, vous avez dû le voir peut-être, mais partout où ils parlent de SLS, ils disent que c'est la fusée la plus puissante au monde, et c'est le cas, c'est la fusée la plus puissante au monde. Mais le truc, c'est si Starship avait été testé avant, ça aurait été la fusée la plus puissante au monde parce que Starship est plus puissant que SLS. Et je pense que SpaceX aurait bien voulu avoir ce côté un petit peu marketing, mais yep, ils ne l'auront pas, ma foi. Ou en tout cas, ils l'auront quand Starship sera testé et qu'ils pourront le dire qu'ils seront plus puissants que SLS. Mais SLS aura quand même sa petite minute de gloire, ma foi. Ensuite, on a une news au niveau d'Apple qui va faire son événement de septembre, le 7 septembre. Donc l'événement de septembre, c'est toujours là où ils présentent les iPhones ainsi que leur nouvelle Apple Watch. Donc là, ce sera le cas. Pour ceux qui s'attendent à des nouveaux Mac ou iPad, peu probable, comme il l'indique ici sur Ars Technica, mais après, il y a toujours des fois un petit peu de surprise, mais yep, en général, Apple aime bien répartir sur plusieurs events les gros lancements. Donc, yep, moi, j'aimerais bien voir des nouveaux iPad Pro avec la puce M2, ce serait intéressant. Mais bon, dans tous les cas, ce sera l'iPhone. Il y avait des rumeurs comme quoi l'iPhone 14, que c'est du coup, changerait en termes de design. Notamment, certainement, la notch deviendrait plus petite. Ou peut-être deviendrait une pilule. Et c'est à peu près garanti maintenant que ce sera une pilule. Donc un rond avec une pilule. On verra bien. Et du coup, en quelque sorte, il n'y aurait plus vraiment de notch. Mais ce serait pas très loin d'une notch. Donc on verra bien à ce niveau-là. Il y a aussi du coup les gens qui vont se demander est-ce qu'il y aura un USB Type C? Peu probable. Apple le fera seulement quand ils seront vraiment obligés par l'Union européenne. Après, selon moi, ils devraient déjà le faire. Enfin, ils le feront pas parce que d'un point de vue pur argent, ça rapporte plus d'argent à Apple de garder le Lightning encore une année parce qu'ils vendront plus d'accessoires Lightning. Et je rappelle que chaque accessoire, chaque câble de chargement Lightning certifié officiel, et normalement ils sont censés être certifiés officiels, Apple touche un pourcentage sur chacun de ces câbles, chacun de ces périphériques, chacun de ces chargeurs, n'importe quoi. Donc forcément, vous devez bien vous en douter, ils vont pas arrêter de gagner de l'argent. Ce serait un peu stupide de leur part. Donc ils vont aller jusqu'au maximum. Mais d'un point de vue, par exemple, je sais pas moi, éviter qu'il y ait plein de trucs qui se retrouvent jetés dans des... par exemple, dans des charges et tout ça, des chargeurs qui ne servent plus à rien, des câbles qui ne servent plus à rien. Pourtant, ce qui est quelque chose que Apple disent qui sont très sérieux là-dessus, ben, c'est pas une bonne décision. Parce que pendant encore 1 an, il va y avoir des accessoires à Lightning qui vont continuer d'être vendus, qui vont continuer d'être fabriqués. Alors que Apple pourrait dire, OK, on arrête maintenant parce que de toute façon, on va être obligé de passer à l'USB Type C. Donc, faisons la bonne décision pour la planète. Arrêtons maintenant le Lightning avant qu'il y ait encore plus d'accessoires sur le marché. Mais ils ne le feront pas parce que argent. Donc, s'il y a un USB Type C sur cet iPhone, Apple se préoccupe de l'environnement. S'il n'y en a pas, Apple se préoccupe vraiment de l'argent. Donc, ça va vous donner la preuve comme quoi, mais des fois, Apple, il se préoccupe de l'environnement, mais il faut que ce soit en accordance avec l'argent. S'ils peuvent se faire de l'argent en se préoccupant de l'environnement, ils le feront. Mais s'ils ne peuvent pas, vous voyez très vite où ils en reviennent. Et c'est à l'argent. Donc, yep. Du coup, c'est à peu près tout, honnêtement. Hein. On verra bien ce que ça donnera dans ces iPhone 14. Il y avait une rumeur aussi comme quoi l'iPhone 14 de base n'aurait même pas une nouvelle puce. Ce serait juste une puce A15, comme ils avaient mis dans l'iPhone 13. Et c'est dû au fait que, honnêtement, Apple est tellement en avance par rapport au marché Android qu'il n'y a aucune raison de mettre une meilleure puce, tout simplement. Aussi, il faut le préciser, il y a quand même toujours des problèmes de production et tout ça. Donc, s'ils peuvent recycler les puces A15 une année de plus, ils le feront aussi. Il y aura quand même une puce A16, hein, mais ce sera sur les plus gros iPhones, donc les iPhone 14 Pro, du coup. Et il y avait aussi une rumeur comme quoi il y aurait du coup 4 iPhones. Le mini disparaîtrait et vous auriez juste l'iPhone 14, un iPhone 14 plus gros, un iPhone 14 Pro et un iPhone 14 Pro plus gros.
Donc c'est assez similaire à ce qu'ils ont déjà fait, sauf que à la place du mini, on aurait un iPhone 14 de base qui serait plus gros. On verra bien. Ça, c'était évidemment les rumeurs. Après les rumeurs, ces rumeurs-là datent de pas... Elles sont toujours d'actualité. Et on est à peine même moins d'une semaine avant le lancement. Donc, en général, quand les rumeurs survivent juste avant le lancement, c'est à peu près garanti. Donc, on verra bien. Il y avait aussi des mock-ups qui étaient sortis de ces iPhones. Donc, notamment, c'est des mock-ups qui sont faits pour faire les casings, donc les protections, les coques et tout ça. Donc, yep. On verra. Dans tous les cas, c'est tout ce qu'on a sur Apple. Enfin, tout ce qu'on a sur Apple avant de passer à cette news qui, là, est totalement différente ici. On va parler de travail à la maison, donc travailler à distance. Apple, actuellement, essaie de forcer tous ses employés à retourner dans les bureaux. Pourquoi? Parce que Apple a fabriqué, ou plutôt fait construire des énormes bureaux, notamment leur headquarter, donc leur HQ, leur bâtiment principal, qui est un énorme bâtiment, qui a coûté énormément d'argent aussi. Mais il est vide actuellement. Enfin, il est clairement pas à capacité, parce que tout le monde est à la maison. Donc, il voudrait que les gens reviennent, parce que ils ont payé ce bâtiment. En plus, quand les gens travaillent à la maison, il faut le savoir, ils sont obligés de leur donner un bonus pour payer en partie la connexion Internet, par exemple, en partie l'électricité. Ils sont obligés de financer en partie ça. Et du coup, ça leur coûte encore plus d'argent. Donc, Apple aimerait bien que les employés reviennent à leur centre comme ça. Et évidemment, les employés ne sont pas très d'accord parce que travailler à la maison, c'est plutôt cool en fait. Vous pouvez mieux gérer vos horaires, vous pouvez passer plus de temps avec votre famille, vos enfants si vous en avez. Et vous n'avez pas besoin de passer aussi bien 1-2 heures dans les trafics ou dans les transports en commun. Bon, vu que le headquarter d'Apple est à San Francisco, San Jose, c'est plus le trafic parce que le transport en commun n'existe pas aux États-Unis, en tout cas presque pas. À part si vous habitez New York, mais ça c'est une exception un petit peu. Mais en tout cas, en Californie, transport en commun, pas trop ça. Dans tous les cas, ça leur coûte beaucoup d'argent et ils voudraient que les employés reviennent. Les employés ne veulent pas revenir forcément et il y a une sorte de petite guéguerre ici. Il y a même, il me semble, des employés au profil. J'avais vu une news passer comme ça. Il y avait des employés au profil qui avaient quitté Apple pour cette raison-là, parce qu'ils étaient forcés de retourner chez Apple. Donc c'est pour juste vous dire à quel point il y a des gens qui ne veulent vraiment pas retourner dans les bureaux. Et je les comprends. Franchement, je les comprends. Et là encore, ça vous montre un truc où Apple dit clairement qu'ils en ont rien à faire de l'environnement, parce que forcément, vous devez bien vous en douter, si les gens travaillent à la maison, c'est mieux pour l'environnement que s'ils travaillent dans le bureau Apple. Vous allez me dire, ouais, mais les bureaux sont déjà construits de toute manière. Oui, mais quand ils ne sont pas utilisés, ils peuvent utiliser seulement certaines parties du bâtiment, et les autres parties du bâtiment, ils n'ont pas besoin d'allumer tout ce qui est, par exemple, la climatisation et tout ça. Donc, ils peuvent quand même économiser en électricité. Même s'il me semble le bâtiment est presque à 100% alimenté en électricité renouvelable, quand même. Tous les bureaux Apple, forcément, dans le monde ne le sont pas. Mais dans tous les cas, ça vous montre encore une fois que Apple ici montre clairement qu'ils n'en ont rien à faire de l'environnement. Ils ont juste... là, je sais même pas ce que c'est. Est-ce que c'est plus une volonté de contrôle, de pouvoir surveiller les employés? Il y a quand même des trucs qu'il faut noter, c'est que certains employés qui travaillent sur des trucs très sensibles, c'est mieux qu'ils travaillent chez Apple parce que quand ils travaillent à la maison, il y a quelqu'un qui pourrait le voir, en fait, tout simplement. Quelqu'un de la famille qui pourrait prendre une photo. C'est déjà arrivé par le passé. Donc, quand c'est dans le headquarter d'Apple, c'est plus facile de contrôler l'information. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils veulent. Mais bon, je me demande quand même quelles sont leurs véritables raisons. Pour moi, il y a une partie certainement de contrôle et de contrôle d'information. Et la partie contrôle, les gens, évidemment, n'aiment pas trop ça. Le truc, c'est que vous avez beaucoup de sociétés qui ont des managers qui sont juste là pour littéralement être par-dessus l'épaule des gens et les surveiller en permanence. C'est pas très sain. C'est vraiment pas très sain. Au point même que c'est même stupide des fois. Parce que des fois, ces personnes-là vont faire perdre du temps aux employés à leur demander des choses, limite ou les surveiller, ça va leur faire perdre du temps. Ils vont perdre en productivité, ces gens-là aussi, parce qu'ils se sentent surveillés, ils travaillent moins efficacement. Et du coup, alors aussi bien s'ils étaient juste restés à la maison, on leur avait dit juste, fais ci, tu dois faire ça en fin de journée, ça doit être fini. Ils l'auraient fait peut-être en moins de temps que s'ils étaient restés au bureau, mais ils l'auraient fait. Du coup, ils auraient accompli leur tâche et tout le monde aurait été content. Donc, si vous n'avez pas compris, je suis très pro
travailler à la maison. Je ne pense pas que c'est la solution pour tout le monde. Il y a des gens qui doivent clairement travailler dans des bureaux. Il y a des gens qui préfèrent travailler dans des bureaux. Mais selon moi, si on veut diminuer en partie le réchauffement climatique, si on veut améliorer le bien-être des gens et tout ça, un truc très simple à faire, c'est juste autoriser et même obliger les entreprises à autoriser des personnes à travailler à la maison si leur travail est possible d'être fait à la maison. Clairement. Et ça devrait être valable partout, évidemment, ça semble logique. Donc, ouais, qu'est-ce que vous en pensez du travail à la maison? Pensez-vous que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? Est-ce que vous voudrez travailler à la maison? Bon, ça dépend de votre travail. Je suppose que si vous êtes plus travail manuel, c'est un peu compliqué de travailler à la maison, je sais. Mais voilà, si vous pouviez travailler à la maison, est-ce que vous voudriez travailler à la maison? Et est-ce que vous travaillez à la maison? Ensuite, nous avons une news au niveau de Oracle qui apparemment serait vendrait des informations personnelles de gens et ils sont fait du coup attaquer en justice là-dessus. C'est même une class action lawsuit, donc c'est plein de gens qui se mettent ensemble pour attaquer en justice Oracle. Et pour information, ils auraient donné les informations personnelles de 5 milliards de gens. Ça me paraît beaucoup quand même. Après, Oracle est une énorme entreprise. Ils ont énormément de données, donc ça ne m'étonnerait même pas qu'ils aient des données sur plusieurs milliards de personnes sur la Terre. Mais bon, 5 milliards, ça me paraît quand même beaucoup. Dans tous les cas, et puis évidemment, d'une personne à l'autre, ça peut être différent, le niveau de détail d'information qu'ils ont dessus. Dans tous les cas, je parle de cette news parce que c'est quand même assez ironique, parce que Oracle, quand il y a eu tout le débat, si vous vous souvenez, TikTok, qui devait être éventuellement banni des États-Unis parce que TikTok est chinois et du coup les Américains avaient peur que les informations soient volées et redistribuées au gouvernement chinois et tout ça. Oracle s'était porté garant de gérer les informations pour éviter que ces informations finissent hébergées en Chine ou autre chose. Et ils ont d'ailleurs mis en place un partenariat, ils sont en partenariat avec TikTok, Oracle. Et du coup, c'est un peu ironique parce que là, maintenant, ils sont littéralement pris la main dans le sac à distribuer beaucoup d'informations personnelles. Donc, basiquement, je pense qu'on peut partir du principe, et c'est quelque chose je pense que beaucoup de gens sont d'accord, mais on peut faire confiance à aucune entreprise, basiquement. Que ce soit Google, Oracle, Microsoft ou n'importe quelle entreprise chinoise, japonaise même, on peut pas vraiment leur faire confiance parce que s'ils peuvent faire de l'argent en vendant les données et que c'est à la limite de la légalité ou même un petit peu illégal, mais que peut-être l'amende pour le faire n'est pas très grande, eh bien ils le feront. Si vous gagnez 1 milliard à vendre les informations des gens et que vous devez payer une amende de 10 millions, c'est un énorme profit, vous allez le faire à chaque fois. Donc, yep. Ensuite, nous avons Google avec Fuchsia OS qui continue d'être déployé à plus d'appareils. Donc, Fuchsia OS, pour information, est un nouvel OS que fait Google qui, peut-être, on ne sait pas trop, on verra bien, pourrait remplacer même Android. Évidemment, si ça remplace Android, ils mettront en place une manière certainement d'utiliser les applications qui ont été faites pour Android. Donc Fuchsia OS, il faut le savoir quand même, n'est pas basé sous Linux. Ils utilisent leur propre kernel, donc ils ont fait leur propre OS vraiment ici. Il est peut-être basé sur quelque chose que je ne connais pas, mais c'est pas basé sous Linux. Et c'est assez important à noter parce que Android est basé sous Linux. Il y a beaucoup de systèmes comme ça qui sont souvent basés sous Linux pour les appareils connectés. Donc là, ils ont déployé Fuchsia OS sur un nouveau, le Google Nest Hub Max. Donc c'est leur hub avec un écran que vous pouvez même vidéo chatter avec des gens et tout ça. Donc tous les Google Nest Hub Max, s'ils sont mis à jour, passeront sur Fuchsia OS pour information. Donc c'est assez notable quand même. C'est un appareil important pour Google quand même, qui est utilisé par pas mal de gens. Donc ça montre qu'ils ont quand même une certaine confiance plutôt dans Fuchsia. Donc on verra bien combien de temps il faudra à Fuchsia OS pour qu'ils continuer de développer et peut-être intégrer plus de produits. Il faudra voir aussi s'ils vont vraiment l'utiliser peut-être sur des smartphones ou si ça va juste rester dans les appareils connectés. C'est tout à fait probable que Fuchsia OS soit juste utilisé dans les appareils connectés. Mais bon, je pense que Google aussi aimerait un truc plus contrôlé. D'ailleurs, c'est un peu mon problème avec Fuchsia OS, c'est que au moins Android n'est pas parfait. Et Linux non plus n'est pas parfait. Linux a clairement des défauts et des avantages. Mais le truc avec au moins Linux, c'est que c'est open source. Donc s'il y a une faille, elle peut être fixée assez vite grâce à ça. Et tout le monde peut contribuer à l'amélioration de Linux.
Fuchsia OS, forcément, c'est à Google. Donc là, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et c'est Google qui essaye du coup de contrôler plus les choses, de fermer les choses. Et je n'aime pas personnellement quand une entreprise essaye de fermer les choses. Donc ce serait bien qu'on reste sur Android et sur Linux selon moi. Et qu'on essaye d'améliorer Linux de ses défauts et tout, ou plutôt que de littéralement créer un tout nouveau OS que va juste être supporté par une entreprise et qui va peut-être avoir ses propres problèmes et qu'on ne saura pas voir ce qu'ils font derrière. Donc, ça semble, selon moi, être la meilleure solution. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, nous avons une news comme quoi la PlayStation 5 va augmenter de prix dans certains marchés. C'est dû au fait que, évidemment, la PlayStation 5 n'a pas changé de prix depuis malgré tout ce qui s'est passé au niveau de l'inflation. Donc forcément, ça allait arriver. Donc là, pour information, la PlayStation 5 en Europe, la version avec le lecteur Blu-ray passera à 549 €. Donc c'est une augmentation de 50 € si je ne m'abuse. Et la version digitale passera à 449 €, ce qui est encore une fois une augmentation de 50 €. Du coup, ma foi, ça continue dans la lignée de l'inflation et que beaucoup de choses augmentent de prix honnêtement. C'est pas très étonnant. De toute façon, le truc, c'est que la PlayStation 5 a énormément de problèmes de stock, toujours à l'heure actuelle, donc c'est pas comme si les gens pouvaient l'acheter de toute façon, donc parfois, yep. Du coup, si vous voulez acheter une PlayStation 5, je suis désolé pour vous. Après une augmentation de 50 € pour une PlayStation 5, je trouve que ça va encore. Je trouve que c'est quand même une bonne valeur, surtout à l'heure actuelle où des fois les cartes graphiques et tout ça coûte assez cher, ça reste une bonne valeur. Maintenant, le truc, évidemment, c'est... Est-ce que vous aimez jouer sur une console? Parce que les consoles se sont pas mal améliorées cette génération-ci. Vous avez plus de modes qui supportent le 60 FPS. Vous avez même la PlayStation 5 qui supporte le 1440p maintenant, ce qui est génial. Mais vous avez toujours pas encore le niveau de réglage que vous avez sur PC. Et moi, c'est ce qui me manque quand même des fois. Oui, c'est bien de devoir rien configurer à une console. Vous la lancez, vous jouez. Après, avec une console moderne, vous devez faire tellement de mises à jour des fois que c'est plus rapide de jouer sur PC, parce que sur PC, vous pouvez lui dire, littéralement sur Steam, vous pouvez dire « Hey, non, fais pas la mise à jour, je joue comme ça », mais bon. Bref, dans tous les cas, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour ceux qui voudraient acheter une PlayStation 5. Ensuite, nous avons une news au niveau de VESA qui veut remplacer le temps de réponse qui est affiché dans les fiches techniques des écrans par une autre spécification qui est, selon moi, beaucoup plus logique, qui est le Clear MR, qu'il appellerait. Le problème avec le temps de réponse, vous avez dû le voir, c'est qu'actuellement, n'importe quel panel peut techniquement atteindre le temps de réponse d'1 milliseconde et même des fois moins. Et le truc, c'est que si vous voyez 1 milliseconde dans la fiche technique d'un écran, par rapport à un autre écran à 1 milliseconde, ça ne veut rien dire du tout. Parce qu'il y a peut-être un écran qui va avoir du ghosting à mort. Le ghosting, c'est quand vous avez l'image, quand vous avez par exemple un truc qui se déplace sur l'image et vous voyez un fantôme littéralement derrière. Pas une bonne chose. Et pourtant, même si cet écran souffre d'énormément de ghosting, il est capable d'atteindre 1 milliseconde. Et du coup, ils peuvent mettre ça sur la spécification technique et faire du marketing autour de ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est réellement 1 milliseconde. Du coup, VESA voudrait retirer ça, ça ne sert plus à rien, et passer au Clear MR. Le Clear MR est du coup une unité qui permet de définir la clarté, ou plutôt la clarté. Est-ce que c'est vraiment le terme correct? À quel point une image est nette. Voilà, on va plutôt dire ça. Donc plus le chiffre est haut, plus l'image est nette. Donc pour vous donner un exemple, voilà un exemple sur une image. Ici, cette image-là, qui est en mouvement, c'est fait exprès, a un Clear MR de 3000. Et plus vous augmentez le Clear MR, et là on est à 6000, vous voyez que l'image devient de plus en plus nette. Donc en gros, un écran avec un Clear MR de 9000, over 9000, comme dirait notre bon vieux ami Vegeta, c'est très net. Si par contre vous voyez un écran avec un Clear MR de 3000, c'est très mauvais. Et ces deux écrans, il faut le préciser, pourraient avoir un temps de réponse d'1 milliseconde. Hein. Donc c'est juste pour vous dire à quel point les millisecondes, ça ne veut plus rien dire. Du coup, là on voit encore d'autres différences, 7000, 8000, 9000, et ça c'est l'image sans mouvement. Et comme vous pouvez voir, il y a quand même une assez grosse différence. Surtout quand on part de Clear MR de 3000 jusqu'à 9000. Et vous allez me dire, oh, il n'y a aucun écran sur le marché qui a un Clear MR de 3000, c'est vraiment énormément de ghosting. Pas si sûr que ça. Il y a des écrans qui souffrent d'énormément de ghosting. Personnellement, j'utilise l'écran que j'utilise actuellement, qui est le Aorus FV43U, je crois qu'ils l'ont appelé. C'est un écran de 43 pouces avec une dalle VA.
J'aime beaucoup cet écran, mais un de ses énormes défauts, c'est qu'il souffre de ghosting, parce que les dalles VA souffrent toujours de ghosting. Et je peux vous dire que, yep, quand il y a beaucoup de mouvements, moi je le vois que mon clear MR, il est pas trop ça. Du coup, yep. Faudra peut-être que je change d'écran dans le futur. Bon, pour le moment, il me sert très bien, donc je n'ai aucun problème. Mais clairement, c'est une amélioration à faire ici. Donc là, encore un autre exemple, clear MR de 3000 jusqu'à 6000, ça fait quand même la différence, hein, franchement. Du coup, ce serait une très bonne chose. Franchement, ce serait une excellente chose d'avoir ça. C'est beaucoup plus clair, voilà, de voir à quel point votre écran est clair. Et ça permet aussi à un utilisateur qui n'y connaît rien de faire une meilleure décision plus facilement. Donc, yep, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que toutes les entreprises, ou plutôt tous les fabricants d'écrans devraient mettre un clear MR sur la fiche produit? Clairement. Pour information, ça fait partie du coup, normalement, VESA s'occupe des standards comme DisplayPort et aussi Adaptive Sync. Donc normalement, un écran avec DisplayPort, en toute logique, ils vont peut-être forcer. Oh, si vous mettez un DisplayPort, vous devez donner le clear MR, c'est tout à fait probable. Donc on verra bien si ce sera du coup obligé aux marques de le mettre. Et j'espère que ce sera le cas parce que c'est une bonne chose. Ensuite, nous avons une news au niveau des RTX 4000. Nous avons notamment la 4080 qui apparemment aurait plus de mémoire rapide, en tout cas. Et surtout, elle consommerait moins. 340 watts. Et le truc, c'est que je ne suis pas très étonné de ça. Premièrement, parce que si Nvidia avait vraiment décidé de faire des cartes graphiques qui consomment 600 watts, même pas forcément dans le ultra haut de gamme, je parle une carte haut de gamme normale est déjà à 600 watts et une carte même qu'on considérait comme haut du milieu de gamme est à genre 400 watts, les gens auraient été en mode qu'est-ce que c'est que ça? Personne. Il y a beaucoup de gens qui les auraient toujours achetés, mais il y a aussi beaucoup de gens qui auraient été en mode non, c'est irraisonnable, ça consomme beaucoup de trop, ça chauffe beaucoup de trop, je veux pas d'une carte pareille dans mon PC. Donc pour moi, ça m'étonne pas qu'ils soient un petit peu revenus en arrière. Aussi, un truc qu'il faut tenir compte quand même, c'est que Nvidia va repasser chez TSMC, qui est plus efficace au niveau énergétique. Ça, on l'a vu avec le Snapdragon, hein. Et c'est pas une petite différence, hein. Avec le Snapdragon, c'est une différence de genre 25, même 50%, il me semble, à certains moments. Donc, c'est quand même énorme. Donc là, ça ferait la différence sur les cartes aussi. Et puis aussi, peut-être le dernier facteur, c'est tout simplement que les premières cartes qu'on a vues il y a quelques mois, qui étaient peut-être des engineering samples, étaient juste des engineering samples. Peut-être que depuis, ils les ont tellement améliorés que la consommation a diminué. Ou peut-être que, comme c'était des exemplaires de test, ils avaient juste mis une consommation totalement déverrouillée, en fait. Ils n'avaient pas cherché à mettre des limites dessus, et du coup, ça donnait l'impression que les cartes consommaient énormément. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait les rumeurs d'une énorme consommation. Donc là, la carte qui consommerait toujours le plus serait évidemment la 4090, et elle, à mon avis, 400-500 watts facile. On l'avait avec la 3090 Ti, qui elle aussi consomme énormément d'énergie. Pour le ultra haut de gamme, yep, Nvidia va toujours être en mode fuck it, on fait la carte qui consomme le plus, on s'en bat les steaks. Mais par contre, pour les 4070 et 4080, on pourrait voir une situation plus logique et plus raisonnable. 340 watts, ça reste toujours une énorme consommation, hein, faut pas déconner, mais c'est déjà beaucoup mieux que 400-500 watts, comme c'était indiqué il y a quelques mois. Après, évidemment, et c'est toujours le truc qu'il faut tenir compte, c'est que c'est toujours des rumeurs, en fait. Et les rumeurs deviennent de plus en plus précises quand on se rapproche de la version finale de la carte graphique, de la sortie aussi, mais ça reste des rumeurs. Et du coup, c'est pour ça que, selon moi, quand vous avez des rumeurs qui sont même 6 mois avant la sortie d'un produit, vous devriez juste vous dire « Ah, oh, c'est intéressant », mais ne juste pas les considérer comme la réalité, honnêtement. Donc, yep. On verra bien ce que ça donnera. Normalement, apparemment, il y avait une autre rumeur comme quoi les cartes graphiques seraient entrées, les RTX 4000 seraient entrées en production. On aurait commencé la pré-production, donc on verra bien si c'est le cas. Il faut aussi savoir qu'il y aura un événement de présentation NVIDIA fin septembre, si je me souviens bien. Donc, on aura certainement beaucoup plus d'informations à ce moment-là. Ensuite, nous avons une news qui vient notamment de la Gamescom. C'était la Gamescom fin du mois. Il y aura d'autres news qui arriveront dans le prochain Texama Show, parce que je n'ai pas encore eu le temps de lire tous les trucs intéressants sur le mois de la Gamescom. Donc, tenez-en compte. Mais vous aurez plus de couverture de la Gamescom, en tout cas les trucs qui m'intéressent. Et du coup, nous avons Corsair
en partenariat avec LG qui a montré le premier écran gaming pliable. Alors, on parle pas d'un écran pliable, vous le pliez, vous le transportez. Ok, je vais faire. J'ai mon écran de 24 pouces et puis je le plie, et puis c'est juste une carte de crédit. Non, c'est pas ça. Là, on parle littéralement. Vous prenez l'écran, il y a 2 petites poignées sur les côtés et vous le pliez. Alors, si vous allez voir une vidéo de ça, à chaque fois, moi je suis en mode. Parce que vraiment, vous les voyez. Apparemment, il faut mettre un peu de force. Le mécanisme derrière requiert un peu de force. Et du coup, à chaque fois, vous les voyez des fois même un petit peu trembler quand ils essayent de plier. Du coup, ça fait un peu peur. Moi, je ne serais pas rassuré de faire ça, honnêtement. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas très étonnant qu'on voit ça aussi arriver. Je pense que ça a pris du temps parce que aussi LG et tout ça ont pris du temps à faire des dalles OLED pour tout simplement des écrans de jeu. Je pense que c'était dû au fait qu'il y avait peut-être trop de risques de burn-in avant et maintenant ça commence à devenir gérable et du coup ils commencent à faire des gammes, enfin des écrans et du coup forcément un écran pliable ça peut être intéressant. Bon là évidemment c'est encore différent comme intérêt, c'est plus genre oh je dois travailler dans Photoshop, il faut que l'écran soit plat ou sinon je vais voir une courbe là où il n'y en a pas et puis oh j'ai envie de jouer à un jeu de simulation, hop je plie mon écran et je le rends curvé, genre c'est plus immersif. C'est ça l'intérêt ici. Est-ce que c'est un intérêt pour tout le monde? Pas forcément. Après, selon moi, l'intérêt est un petit peu diminué vu que c'est un écran LED. Le truc, c'est que le bord de l'écran, et vous le voyez, le bord de l'écran est très loin de ses yeux par rapport au milieu de l'écran. Sur un écran plus classique, si oui, vous avez un problème d'angle de vision, il y aura la couleur sera un petit peu différente. Mais comme c'est de l'OLED, les angles de vision sont très bons. Donc c'est plus vraiment pour essayer de mettre l'écran dans votre champ de vision qui vous entoure mieux et que ce soit plus immersif. Mais là, encore une fois, tout le monde n'a pas besoin d'un écran curvé, surtout si c'est juste pour travailler. Et si vous avez besoin d'un écran curvé ou plutôt courbé, parce que vous voulez jouer, ben vous allez juste prendre un écran courbé et vous n'allez pas forcément travailler dessus de toute manière. Donc, avoir un écran qui fait les deux est cool, mais c'est un petit peu, selon moi aussi, genre, payer très cher pour juste un truc qui fait 2 trucs, alors que aussi bien vous pourriez acheter 2 écrans, un écran courbé et un écran pas courbé pour le même prix que celui-là. Parce qu'il va coûter cher, hein, tenez-en compte. Enfin bref, dans tous les cas, cet écran, celui qu'on a vu, c'est juste un prototype d'ailleurs, donc c'est possible qu'il soit amélioré. Aussi, il fait 45 pouces et c'est un écran 21/9. Ça, c'est par contre quelque chose que j'aimerais beaucoup. C'est qu'on manque. La plupart des écrans 21/9 font bien sûr du 34 pouces. C'est bien 34 pouces, mais on n'a pas un format au-dessus. Il y a bien du 38 pouces, mais pas trop ça. Et puis après, le format au-dessus, c'est le 49 pouces et c'est pas du 21/9, c'est du 32/9. Et là, ça devient trop selon moi. Là, c'est génial. Franchement, 45 pouces, 21/9, j'adorerais un écran comme ça. Le seul problème ici, c'est que LG, bizarrement, vous pourriez vous dire, oh, ils ont juste pris une dalle 48 pouces et peut-être ils ont enlevé le dessus ou le bas ou un truc dans le genre, en fait. Franchement, moi, j'ai pensé à ça. Peut-être même c'est une dalle 55 pouces qui manque le dessus et le bas, en fait. C'est tout à fait probable. Et du coup, vous devriez avoir quand même une assez grosse résolution. Le truc, non. C'est un écran 1440p. Donc, c'est du 3440 par 1440p, si je me souviens bien, oui. Oui, 3440 par 1440. Donc, c'est pas une résolution énorme. C'est le genre de résolution qu'on a sur un écran 34 pouces. Sur un 34 pouces, ça va. Ça donne la même densité de pixels qu'un 27 pouces 1440p. Parce que c'est un 27 pouces plus large. Là, par contre, sur un écran 45 pouces, j'ai un écran 43 pouces devant moi, 4K. Et je peux vous dire que si je m'approche un petit peu, je vais commencer à voir les pixels, forcément. Mais là, forcément, sur un écran aussi grand avec une si basse résolution, là, vous allez voir les pixels. Vous allez clairement les voir. Donc, un petit peu un choix bizarre. Est-ce que c'est peut-être pour économiser, pour que ce soit plus facile de le fabriquer, que ça coûte moins cher? Il faudra voir quand on aura le prix final, mais si le prix coûte extrêmement cher et qu'il a toujours cette basse résolution, je ne comprends pas trop l'intérêt. Donc, yep. Pour moi, ça aurait été plus logique qu'il fasse un écran 4K plus large. Donc ça, vous l'avez... Enfin, pas 4K plus large, mais 4K peut-être plus écrasé aussi. Oh, je ne sais plus trop. Bon, dans tous les cas, il pourrait faire un écran... non, un écran 4K
21/9 en fait. Donc il fait toujours 2160 pixels de haut, mais il est plus large. Ça, certains constructeurs d'écran le font, mais c'est pas vraiment des écrans gaming, ou alors ils coûtent extrêmement cher, et ils font pas forcément 45 pouces aussi. Donc, yep. Bref, dans tous les cas, clairement pas un écran pour tout le monde. Et news en rapport avec ça, c'est que LG, c'est étonnant, LG a annoncé un écran OLED de 45 pouces en 1440p 21/9. C'est le même. Mais il n'est pas pliable. Il est pré-plié. Et vous ne pouvez pas changer la courbure. Donc, yep, c'est la même version, mais pas pliable. Du coup, l'écran sera certainement un peu plus rigide. Certaines personnes vont préférer ça. Et c'est plus vraiment pour quelqu'un qui veut l'utiliser comme ça. Aussi, avantage, j'ai oublié de le préciser avec l'autre écran qu'on a vu avant, c'est que celui-là, vous avez la possibilité de monter sur un pied VESA. Vous pouvez utiliser votre propre pied et vous pouvez le régler en hauteur. L'autre écran, vous ne pouvez pas le régler en hauteur, vous pouvez juste le pencher et vous ne pouvez pas changer de pied. Le pied qui vient avec, c'est le pied final. Donc là, ça fait la différence pour quelqu'un qui voudrait justement le monter et le mettre plus dans son champ de vision. Celui-là, personnellement, m'intéresserait plus en fait. Parce que là, je pourrais vraiment le monter sur un pied, le mettre exactement comme je veux, juste en face de moi, à la bonne distance pour pas trop voir les pixels. Ce serait parfait. L'écran Corsair, moins intéressant. Du coup, il a une courbure de 800 Hz pour information. Plus le chiffre est grand, il me semble plus... Non, c'est plus le chiffre est petit, plus la courbure est importante, si je me souviens bien. Yep, il me semble que c'est ça. Et c'est exactement le même spec que l'autre écran. Donc c'est un écran OLED qui peut aller, pour information, à 240 Hz. L'autre aussi pourrait faire 240 Hz, ça semble logique. Et, yep, celui-là devrait être plus intéressant pour beaucoup de gens. Mais il devrait quand même coûter cher, tenez-en compte. Et il va coûter très cher, certainement très cher. Si on voit les écrans OLED actuels et aussi les écrans ultra-wide et tout ça actuels, même de LG, moi je tablerais pour un prix de... allez, je regarde s'ils l'ont pas vraiment mis dans les specs. D'ailleurs, non, ils n'ont pas mis les specs, le prix dans les specs. Moi je tablerais pour 1500 € certainement, ce serait le plus logique. Vous avez déjà Alienware qui a un écran avec les nouvelles, la nouvelle technologie OLED de chez Samsung, qui est très bon d'ailleurs, qui est vendu un peu plus de 1000 €, donc ce serait logique que celui-là soit vendu plus cher parce qu'il est plus grand en quelque sorte. Et du coup, yep. On verra, peut-être que LG va le faire moins cher, ce serait une bonne chose, mais ça reste énormément... Tenez compte, ce sera énormément d'argent. Mais bon, l'avantage avec ça, c'est que c'est une vision du futur. Ça vous montre, hey, on a ça maintenant pour 1500 €, mais dans quelques années, ce sera 500 €. Et ça a toujours été le cas, hein. Moi, je me souviens, quand j'ai vu les premiers écrans 21/9, 1440p, ils coûtaient 1000 €. Et puis maintenant, vous pouvez en avoir un pour 300 €. Donc, yep, si vous êtes intéressé par ça, attendez juste quelques années. Ça va vite. En général, ça baisse vite de prix. Et du coup, ça devrait devenir plus accessible. Et sinon, on avait un autre écran qu'ils ont montré. D'ailleurs, j'en profite. C'est intéressant, je suppose. Donc, vous allez dire, ah, ok, c'est un écran professionnel avec un pied intégré, tout ça. Ok, oui. La bordure d'écran en bas est un peu épaisse, mais ça va. C'est un écran qui, automatiquement, vous devez le voir, il y a un petit truc au-dessus, on dirait une webcam. C'est un écran qui vous suit. Donc, si je m'affaisse un petit peu dans mon bureau comme ça, je me mets un peu plus haut, je me mets un peu plus bas, l'écran va faire bzz, 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 et va me suivre. Alors, on ne sait pas à quel point il est rapide pour faire ça. Peut-être que si je fais juste ça et puis que je redescends juste après, il ne va pas bouger. Ou peut-être que en réalité, si je bouge à peine, il va déjà bouger, il va me suivre, ma tête. On ne sait pas trop. Je suppose que selon moi, il va plutôt se déplacer lentement pour essayer de vous suivre. Si vous restez à un endroit, ce serait le plus logique. Surtout au niveau de l'utilisation des moteurs, mais bon. Et du coup, l'intérêt, forcément, il y en a qui vont me demander à quoi ça sert. Je vois pas l'intérêt. LG dit que c'est pour suivre les gens qui bougent, mais je suis en mode... Est-ce que quelqu'un a besoin de réajuster son écran en permanence? Est-ce que quelqu'un a vraiment besoin de d'un coup bouger d'une façon tellement dramatique que son écran n'est plus en face de lui du tout et qu'il a besoin de le bouger? Et qu'il a la flemme de le bouger et qu'il veut un écran motorisé? Je ne vois pas beaucoup de cas d'utilisation, honnêtement. Ça me semble très... Oh, on pouvait le faire, on l'a fait. Et on va le vendre cher. Parce qu'à mon avis, il va être cher. C'est un écran 32 pouces 4K aussi pour ceux qui se demandent. Et à mon avis, yep.
Plus de 1000 euros garantie sur cet écran-là. Donc, yep. Ensuite, on a une news au niveau de Samsung qui annonce le nouveau SSD le plus performant au monde, le plus certainement aussi un peu cher, le 990 Pro, qui utilise du PCI Express 4.0. Oh, c'est peut-être pas le plus rapide en réalité. Donc oui, Samsung a sorti un nouveau SSD ultra haut de gamme, parce que la version Pro, c'est toujours leur meilleur SSD avant de tomber dans le marché professionnel en tout cas. Et du coup, ça n'utilise pas le PCI Express 5.0, ce qui est un peu étonnant. Mais par contre, il sature vraiment ici. On est aux limites de ce que peut faire un SSD PCI Express 4.0. C'est vraiment certainement le meilleur SSD PCI Express 4.0 que vous pouvez acheter. Il fait du 7450 mégabytes, et c'est un B majuscule à la seconde, et du 6900 mégabytes à la seconde aussi. Nice. Samsung, excellent chiffre ici. Et très important, et on n'en parle pas trop en termes d'SSD, les random read and write, donc c'est les écritures random. Donc le truc, c'est que les vitesses que vous voyez ici, c'est quand vous écrivez un gros fichier. Mais quand vous allez devoir, par exemple, sauvegarder plein de petits fichiers, par exemple, vous avez plein de petits fichiers d'une base de données ou autre chose, c'est pas des fichiers très grands, mais il y en a plein, il y en a vraiment énormément. Et si vous devez en sauvegarder des milliers à la seconde, ben même un SSD qui paraît être très bon, qui a des très bonnes vitesses, va peut-être avoir du mal en fait. Ici, Samsung garantit 1400, c'est un K, donc c'est pour milliers, donc c'est encore plus en réalité, mais on va dire juste 1400K. 1400K opérations à la seconde en read, et en write, on peut aller jusqu'à 1550 IOPS. Et du coup, les IOPS, ce sont des opérations à la seconde. Donc, basiquement, un IOPS, c'est... Oh, je sauvegarde un fichier en 1 seconde, basiquement. Donc, très important aussi, et c'est certainement ce qui se fait de mieux sur le marché. Après, honnêtement, je ne suis pas trop renseigné sur les IOPS des autres SSD dans la même gamme, donc je ne saurais dire, mais je sais que Samsung a toujours une longueur d'avance là-dessus, et c'est quelque chose qui... Ils prêtent beaucoup d'importance, et certaines marques, des fois, ne prêtent aucune importance là-dessus. Ils donnent des énormes chiffres, et c'est le cas quand vous sauvegardez un énorme fichier, et puis quand vous sauvegardez des petits fichiers, en fait, vous êtes en mode « Ah, c'est lent !» Donc, yep. Ça utilise toujours de la mémoire TLC pour information. Vous avez évidemment un cache dessus en DRAM pour accélérer encore plus ses performances. Et du coup, il sera vendu 179 $ pour 1 Tera et 309 $ pour 2 Tera. Et du coup, apparemment, la version avec un heatsink, donc le radiateur, ce serait ces prix-là. Mais il y a aussi une version sans le radiateur. Comme vous pouvez voir, ça, sa version sans radiateur, ça, sa version avec radiateur. Qui est... Personnellement, j'aime pas trop le design, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, en réalité, c'est pas des prix si tirés par les cheveux que ça, honnêtement. Hein. 179 $, donc ce sera certainement 179 €. C'est pas si loin de ça que des prix d'un SSD classique d'1 Tera. Évidemment, un SSD classique d'1 Tera coûtera moins cher, et c'est ce que vous devriez acheter selon moi, surtout si vous jouez à des jeux vidéo, ça ne sert à rien, ok? Ne prenez pas ce SSD par rapport à un autre. Prenez juste un SSD PCI Express 3.0 beaucoup moins cher, surtout si vous avez besoin de stocker beaucoup de jeux, ce sera plus rentable pour vous. Ce genre de SSD, vraiment, c'est pour... Même des gens qui utilisent des tâches professionnelles, même si vous faites du rendu 3D ou autre chose, le rendu 3D, il travaille dans la RAM, il travaille dans la RAM vidéo, il lit juste les fichiers sur le SSD, il fait pas grand chose avec le SSD. Donc ici, on parle vraiment de personnes qui en ont besoin pour certaines tâches professionnelles, qui utilisent par exemple peut-être des bases de données qui requièrent énormément d'accès à la seconde et aussi des très bonnes vitesses. Et là, c'est... Honnêtement, je pense qu'il y a 3 personnes qui regardent cette vidéo qui en auraient vraiment besoin. Et puis le reste des autres personnes pourraient juste se débrouiller avec un SSD classique. Donc, yep. Mais c'est quand même cool de voir que il repousse un petit peu plus les limites pour le PCI Express 4.0. Mais bon, je suis curieux de voir par contre. Là, ils ont atteint le 990. L'ancien, c'était le 980. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire pour la prochaine génération? Est-ce que ça va être le 1000? Le 1100? 1200, 1900, on ne sait pas trop en fait. Est-ce qu'ils vont... Ils vont devoir changer de nom. C'est toujours ce qui m'intéresse quand vous avez une entreprise qui utilise une certaine nomenclature et puis ils atteignent la limite de cette nomenclature. Vous dites, oh, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Un petit peu comme, par exemple, Intel. À chaque fois qu'il y a, par exemple, quand ils ont sorti les i9 9000 on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils ont fait les 10 000. Donc c'était
un petit peu anticlimatique, mais bon. Là, on verra bien ce qu'ils feront aussi. Peut-être qu'ils vont juste faire le 1100 Pro. C'est tout à fait possible. Ou le 1010 Pro. Bon, là, ça devient un peu compliqué. Ensuite, on a une news au niveau de Tesla qui va augmenter le prix de leur package. Donc, c'est le logiciel ici de self-driving pour leur Tesla de 12 000 à 15 000 $. Donc, c'est le logiciel qui permet d'utiliser le self-driving. Et on ne parle pas de l'autopilote ici, on parle vraiment du full self-driving, même si l'autopilote fait partie un petit peu du package aussi. Dans tous les cas, le prix va augmenter et il sera effectif à partir du 5 septembre. Donc, si vous commandez avant, vite, commandez votre Tesla. Non, pas vraiment. Vous payerez évidemment 12 000 $. Du coup, personnellement, je ne suis pas très étonné. Après, un truc personnellement aussi, c'est que je n'achèterai jamais quelque chose comme ça, quelque chose d'aussi cher pour juste la promesse que ça va peut-être marcher dans le futur. Parce que le truc actuellement, c'est que le self-driving de Tesla marche, mais encore beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Et le truc, c'est que un truc que vous devez tenir compte, c'est que même si Tesla a fait des trucs incroyables par le passé, il n'y a aucune garantie qu'ils y arriveront à faire une voiture qui conduit d'elle-même avec les technologies qu'ils ont actuellement sur leur voiture. Donc, juste des caméras qu'ils utilisent à l'heure actuelle. Il n'y a aucune garantie qu'ils y arriveront. Peut-être qu'ils vont arriver à un moment, ils vont se dire « Oh mince, on peut pas le faire avec juste des caméras, il va nous falloir un LiDAR quelque part. » Et du coup, tous les gens qui auront acheté ça avec une Tesla qui a juste des caméras seront en mode « Oh, mais je l'ai dans l'os !» Donc, il y a eu aussi des trucs très bizarres. C'est par exemple, il y avait une personne, il me semble, qui avait acheté une Tesla avec le self-driving. Il avait revendu sa Tesla. Et comme c'était un autre consommateur, Tesla avait retiré le self-driving de la voiture, en gros. C'est plus la même personne. Et là ça c'est un énorme problème. Selon moi, l'utilisateur devra avoir le choix de transférer la licence ou juste dire « Ah, ça suit la voiture, la licence » ou autre chose. Mais bon, dans tous les cas, il y avait déjà eu aussi un truc comme ça. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point que, personnellement, je ne suis mais alors pas du tout fan de ça. Je ne suis pas fan du fait de payer pour quelque chose que je n'ai aucune garantie que ça va fonctionner et aucune garantie de quand ça va fonctionner surtout. Parce que le truc, c'est que peut-être qu'ils vont y arriver, mais peut-être qu'il va leur falloir 10 ans, 20 ans pour y arriver. Peut-être qu'ils vont se faire totalement dépasser par d'autres entreprises qui vont juste le faire mieux. C'est tout à fait probable. Un truc que vous devez tenir compte, et l'histoire nous le montre très bien, je ne parle pas de l'histoire avec les guerres et tout ça, c'est que vous pouvez avoir une entreprise qui est au top de son game. Elle peut être vraiment le meilleur qui existe. Et tout le monde les achète et tout ça. Et puis d'un coup, ils passent à rien du tout en fait. Ils tombent dans l'oubli. C'est le cas de Nokia et c'est le cas d'autres entreprises par le passé aussi. C'est déjà arrivé plein de fois, croyez-moi. Du coup, si vous croyez que Tesla est à l'abri de tout ça, ils ont déjà fait plein de trucs incroyables. Et c'est le cas, ils ont déjà fait beaucoup de trucs incroyables. Mais reconsidérez peut-être. Donc, personnellement, si c'est déjà sur la voiture, je peux le payer et je peux en profiter tout de suite, ok, no problème. Mais si c'est une promesse du futur, non, moi je paye pas. Donc là, ça vous montre encore une fois, promesse du futur, elle augmente en prix et ça devient, encore une fois, c'est encore plus compliqué du coup. Genre, par le passé, ça coûtait encore moins cher. Donc, quelqu'un qui l'a acheté il y a des années, peut-être qu'il s'en sort bien. Il me semble qu'ils n'ont pas dû repayer la différence, mais il s'en sort plutôt bien si ça arrive, parce qu'il aura payé beaucoup moins cher que les autres. Mais maintenant, est-ce que vous avez envie d'acheter ça? Est-ce que... Oui, ça va peut-être augmenter de prix, mais est-ce que ça va sortir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans? On ne sait pas, donc c'est vrai, très compliqué. En tout cas, il y a un énorme dilemme sur le fait de payer les logiciels sur une voiture maintenant. Et il y a clairement Tesla fait des choses qui sont très discutables aussi là-dessus. Donc, yep, on verra bien. Et du coup, ce sera tout pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouve après un prochain Texamash Show. Et je vous dis ciao, ciao. Ah oui, d'ailleurs, je suis revenu si vous n'avez pas vu. Je pense que ça se voit. Yep. Ce n'est pas un fond vert. Je peux toucher le PC. Et les ventilateurs sont toujours buggés d'ailleurs. Ah, ça se voit d'ailleurs. Là, il est clairement d'une autre couleur là.